Bonjour à vous, Adrien Quatennens. Merci Bonjour. d'être sur LCI ce matin. Député, bien sûr, représentant du candidat Jean-Luc Mélenchon sur ce plateau ce matin, coordinateur de la France insoumise. Merci d'être là au lendemain de ce rassemblement entre Bastille et République à Paris. Jean-Luc Mélenchon veut faire de cette élection un référendum social, notamment sur la retraite à 60 ans. On va y revenir. Ce sera le déterminant du vote, à votre avis ? Oh, clairement. Je pense que tout le monde voit bien que les préoccupations des Français... Alors bien sûr, il y a la toile de fond qui reste la guerre en Ukraine. Mais la priorité des Français, c'est la question de leur pouvoir d'achat. Les Français sont pris à la gorge, vous le savez. En France, 5 personnes, 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de nos concitoyens, 40% de la population. Tout ça se fait dans un contexte de hausse des prix, une inflation qui est aggravée par la situation internationale, mais qui n'avait pas attendu la guerre pour démarrer. Donc oui, soulager la vie des gens en augmentant les salaires, le SMIC, en augmentant les minima sociaux pour qu'on n'ait pas à subir le sort de devoir vivre sous le seuil de pauvreté, en relançant l'emploi et l'activité, pas en faisant de l'emploi précaire comme le fait Emmanuel Macron, s'occuper de la planification écologique parce que c'est passé sous les radars aussi, mais il y a eu un rapport du GIEC sur le climat qui est accablant. Bref, vous savez, le slogan de la campagne, c'est « Un autre monde est possible ». Or, ce que nous promet M. Macron dans la présentation de son programme la semaine dernière, c'est en quelque sorte d'ajouter à la guerre sociale. Et ce que vous avez retenu en particulier, c'est effectivement son annonce de retraite à 65 ans. Vous dites la retraite à 60 ans à taux plein pour 40 annuités de cotisation. Pour bien comprendre, quand on commence à travailler à 20 ans, 40 annuités, on aura une retraite à taux plein. Si on commence à travailler à 22, 24 ans, on aura sa retraite à taux plein à 62 ou 64 ans. Oui, en tout cas, ce que ça veut dire... Donc la retraite à 60 ans pour ceux ça veut dire que tout le monde, en tout cas, 40 ans tout le monde de vie professionnelle. Tout le monde peut partir à 60 ans, mais en effet, pour avoir le taux plein, c'est 40 annuités. On est les seuls à le proposer désormais. Vous avez vu que même Marine Le Pen, qui pendant longtemps parlait de la retraite à 60 ans, elle a capitulé en race campagne. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut dire les choses aux Français. L'âge légal de départ, ce sera 60 ans. Mais à condition d'avoir 40 annuités, c'est important de le rappeler. Oui, mais bien sûr, parce que... Mais financer la retraite à 60 ans, vous savez, c'est pas très compliqué en réalité. Et il n'y a rien d'inéluctable au fait qu'il faille travailler plus longtemps. D'abord, pourquoi on veut faire la retraite à 60 ans ? Je précise que la dernière enquête, je crois que c'était le journal du dimanche, c'est 71% des Français qui sont pour la retraite à 60 ans. Je leur dis, il n'y a plus qu'un bulletin de vote dans le tiercé de tête pour pouvoir l'obtenir, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, si vous voulez, la productivité a beaucoup augmenté, Elisabeth Martichoux. C'est-à-dire, on produit toujours plus de richesses avec moins de travail humain. Et pourtant, on n'a pas vu que ni les salaires n'aient augmenté en proportion, ni que le temps de travail diminue. Or, la conquête pour le temps libre, c'est l'histoire du mouvement ouvrier de ce pays, les congés payés, la diminution du temps de travail. Et puis surtout, il y a la question de l'espérance de vie. Savez-vous que depuis 10 ans, en France, l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne ? Qu'à 62 ans, un quart des plus pauvres sont déjà morts. Qu'entre un cadre et un ouvrier, il y a 6 années... Attendez, 62 ans, un quart des plus pauvres est déjà mort, c'est vrai pour les hommes, c'est pas vrai pour les femmes. Bon, okay. Non, mais je vous le dis parce que si vous lancez comme ça des slogans... Non, mais c'est pas des slogans. C'est faux. C'est vrai pour Elisabeth les hommes. Martichoux. C'est vrai pour les femmes. Les femmes ont la chance d'avoir une espérance de vie qui est même supérieure quand elles sont pas aisées aux hommes aisés. Donc voilà pour la précision. Madame Martichoux. Je voulais vous demander... Attendez, juste, j'ai pas terminé. Entre un cadre et un ouvrier, c'est 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, ça n'est pas un slogan, c'est une statistique, c'est 13 années d'écart d'espérance de vie. Et j'en termine en vous disant, réfléchissez à cela. Augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est aussi aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. Le chômage des seniors, c'est-à-dire ce que vous économisez dans les caisses de retraite, vous allez le mettre dans les caisses du chômage, et puis le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans la vie active. Donc ça n'a rien d'intelligent. Ça consiste juste à dire, quand M. Macron vous dit « il faut travailler plus », en fait il vous dit « j'ai pas l'intention de mieux répartir la valeur produite ». On produit assez de richesses pour financer la retraite à 60 ans. On parle un peu financement, sans entrer dans la technique parce que c'est complexe, mais néanmoins ceux qui plaident pour un rallongement de l'âge légal, c'est pour financer pourquoi ? Parce que, ce qu'on peut dire aussi, vous ne l'avez pas dit, la démographie, il y a de plus en plus de personnes dont il va falloir financer, c'est un enjeu considérable, évidemment, le grand âge. Et les retraites, avant même le grand âge. Les retraites, combien ça coûte votre affaire ? Vous avez tout chiffré. Tout est chiffré, puisque tout le programme L'Avenir en commun est chiffré, et d'ailleurs, il y a eu une présentation complète du chiffrage. Combien ça coûte ? Eh bien, il nous faut 2 points de plus de la richesse nationale, 2 points de plus de PIB pour financer la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, la retraite, c'est 14%
du PIB. Il faut y consacrer 2 points de plus. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez... Attendez, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire le que PIB, comme vous selon dites, la là, richesse... Cette année, par exemple, on perd un point de PIB à cause de la là, vous rentrez la guerre dans des en Ukraine. considérations très très techniques. Mais en gros, pour le dire autrement, la France produit quelques 2300 milliards d'euros chaque année. Aujourd'hui, c'est à peu près 14% de ce montant qui est consacré au financement de nos retraites. Pour financer la retraite à 60 ans, il faut y consacrer 2 points de plus. Comment on fait concrètement? Vous me demandez comment on finance concrètement. D'abord, je vous demande vous ai pas d'entendre... demandé ça. Je vous ai demandé en milliards. Oui. Combien ça coûte par an? Mais ça, on peut le dire quand on a l'équilibre entre le nombre de personnes à la retraite, le niveau de la richesse produite. Non, c'est assez précis. Faire un calcul. Non, mais c'est assez précis de vous dire, et du coup, je vous le répète, c'est 2 points de plus de la richesse nationale. Abstrait, si vous voulez. Alors, c'est pas combien pour ça être coûte pour les plus finances concret, publiques. pour être plus concret, Ouais. je vais vous répondre sur comment on finance. D'abord, juste parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Supportez que la question du financement, c'est la question de la répartition de la valeur produite. Vous me dites que ça coûte cher de financer les retraites, mais aujourd'hui, ce qui nous coûte cher, c'est le coût du capital. Vous avez vu ce matin les profits records du CAC 40 ? Non mais je sais, vous vous dites, j'ai en face de moi un interlocuteur de gauche, c'est assez banal de dire ça. Ne présumez pas de ce qui se passe dans ma tête. Je vois vos Pas réactions. du tout. Je dis simplement que vous déviez. Je ne dis rien d'autre. D'accord. Je vous demande combien ça coûte. Moi, je pense que c'est très précis pour les gens qui nous Pour écoutent. le reste. Écoutez-moi. Pour financer la retraite à 60 ans, il nous faut par exemple 1 million d'emplois supplémentaires parce que c'est des cotisations qui vont dans les caisses. 54 milliards de dividendes versés aux actionnaires, si on mettait ça en salaire, ça permet de financer 1 million d'emplois à 2 000 euros pendant une année. Une autre solution, Madame Martichoux, si on payait les femmes comme les hommes, vous savez qu'il y a des écarts de salaire importants encore aujourd'hui entre les femmes et les hommes, si on faisait en sorte que cet écart était annulé, si les femmes étaient payées comme les hommes, le surplus de cotisation permet de financer la retraite à 60 ans. Et ensuite, oui, on peut aussi imaginer, en augmentant les salaires et les cotisations à proportion pour les gros salaires, de le financer. Financer la retraite, en fait, la question qui est posée, c'est quelle part de notre richesse on veut y consacrer. C'est pas juste se dire c'est impossible, on peut que travailler plus. Non, soit vous décidez comme M. Macron de travailler plus longtemps, soit vous décidez de dire sur la richesse qu'on produit, on en consacre davantage aux retraites. Et moi, je crois que c'est une nécessité. Alors, Jean-Luc Mélenchon, donc oui, ce sera un référendum en quelque sorte sur la retraite. Est-ce que c'est 65 ans avec M. Macron ou 60 avec Jean-Luc Mélenchon? Avec Jean-Luc Mélenchon, comme il l'a dit. Il s'est baptisé la tortue sagace, qui épuise les lièvres dans cette élection présidentielle. C'est Nicolas Demelac qui tout à l'heure disait sur LCI, il rêve de trouver, c'est la tortue qui rêve de trouver un trou de souris pour se qualifier au deuxième tour. 4 points, par exemple, dans notre sondage Rolling IFOP, mais en moyenne, disons qu'il y a 4 ou 5 points qui séparent Marine Le Pen de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'est ça, cet écart. Comment le combler en 3 semaines? D'abord, on a l'expérience de la fois dernière, où nous étions passés de 12 à 19 en l'espace de 4 semaines. Ça montre donc que c'est possible. Alors, où sont nos réserves? D'abord, la priorité, c'est l'augmentation de la participation. Et je crois que dans les 3 semaines qui viennent, vous savez, quand on est si proche de l'échéance, il y a des gens qui, chaque semaine, s'intéressent pour la première fois à l'élection. Il va y avoir un accroissement de la participation. Il faut dire aux gens, c'est utile d'aller voter. Des gens, pour plein de raisons, ils ont été déçus, ils se sont sentis trahis. C'est une formule que effectivement, vous avez depuis quelques semaines. Nous, c'est le vote utile. Jean-Luc Mélenchon. Alors nous, on ne parle pas de vote utile, parce que ça nous a souvent été opposé par le passé et on sait ce que ça provoque. On parle de vote efficace. Bon, j'admets que c'est de la sémantique. Oui, si la gauche ne veut pas être spectatrice du second tour, elle a un bulletin de vote, c'est Jean-Luc Mélenchon. Grosso modo, depuis la semaine dernière, Madame Martichoux, partout où je me déplace, et je crois que c'est ce qui va se passer pour les 20 prochains jours, désormais cette élection, allez, on peut le dire, elle se résume en gros pour 20 jours à un tiercé. C'est M. Macron, Mme Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Donc la question qui est posée fondamentalement, c'est en face de M. Macron, qui vous voulez? Et vous avez 80% des gens qui disent... Ils veulent Marine Le Pen pour l'instant. Écoutez, vous vous souvenez comme moi que vous avez vu ces sondages, qui étaient d'ailleurs bien publiés dans pas mal de presse écrite, qui disaient 80% des Français ne veulent pas revivre l'affiche de 2017 et ce débat franchement de très mauvaise facture, pitoyable, qu'on a eu entre M. Macron et Mme Le Pen. Donc je crois que non seulement pour gagner la finale, il faut être en demi-finale, donc il faut se qualifier au second tour d'abord et d'y emmener tous nos espoirs avec cette candidature, mais surtout je crois qu'on peut s'accorder, même si on n'est pas d'accord politiquement, pour dire qu'un second tour, une confrontation d'idées entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron serait quand même de meilleure facture qu'avec Mme Le Pen. Ne vous cachez pas derrière les querelles de chef, dit Jean-Luc Mélenchon en s'adressant à la foule qui était rassemblée devant lui. Ça veut dire quoi? Écoutez, les choses sont claires. Vous m'avez demandé comment on peut faire pour prendre les 4 points. Moi, je vous dis, il y a d'une part l'augmentation de la participation, on y travaille, et ça va se faire, je crois. Mais de l'autre côté, il y a aussi les femmes et les hommes de gauche qui aujourd'hui hésitent, qui
peut-être sont tentés par d'autres candidatures, mais voient bien, à mesure que l'échéance s'approche, que s'ils veulent éviter l'extrême droite au second tour et avoir un candidat de n'ayez gauche, pas de pudeur c'est de le bulletin de gazelle, vote comme Jean-Luc dit Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Vous parlez par exemple aux électeurs de Fabien Roussel, les évidemment, communistes, oui. vous parlez Oui, parce aux que électeurs d'Anne Hidalgo, aux électeurs de Yannick Jadot. Vos propositions, vos programmes sont quand même extrêmement différents, notamment entre Roussel et Mélenchon, si vous me permettez de... Entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, en vérité, c'est le plus facile. Entre Roussel et Mélenchon, oui, à 2 reprises, en 2012 et en 2017, nous étions ensemble. Et même les points de désaccord que nous avons, oui, c'est une décision qu'ont pris les communistes. Mais bon, à cette heure, est-ce qu'il servira encore à quelque chose que je m'adresse à Fabien Roussel? Je pourrais. Parce que Fabien Roussel, au mois de novembre 2020, quand on discute tous les deux, il me dit « Je vous demande de respecter, vous les insoumis, que moi j'irai jusqu'au bout ». Mais il me dit aussi, en revanche, s'il y a une opportunité de se qualifier au second tour pour l'un d'entre nous, j'y réfléchirai. J'ai envie de lui dire, j'ai envie de lui dire, camarade, regarde les sondages aujourd'hui, c'est une réalité. Dit. Oui. En novembre 2020, il a dit s'il y a une opportunité d'être au second tour, je réfléchirai. Je réfléchirai, et vous avez compris, je réfléchirai. Écoutez, aujourd'hui, à l'heure où on est déjà... À me désister, il pourrait se désister. Je ne sais pas, posez-lui la question. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas l'intention. Donc moi, y compris, ça ne m'intéresse pas d'aller m'adresser aujourd'hui à lui. On va se dire franchement les choses. On est à l'heure de l'impression des bulletins de vote et des professions de foi. C'est compliqué de renoncer. En revanche, les électeurs, eux, en conscience, dans l'isoloir, ont une responsabilité individuelle. Si vous en avez marre qu'on vous envoie à chaque fois le barrage à l'extrême droite au second tour, on peut cette fois se payer le luxe de chasser l'extrême droite du tableau de l'élection présidentielle dès le premier tour. C'est de ça dont on parle. Certains on peut avoir une confrontation. Il y a un gouffre idéologique entre vous et le programme de Fabien Roussel. Le nucléaire, la sécurité, stop, arrêtons-nous sur le nucléaire. La laïcité. Arrêtons-nous, mais la laïcité, notre programme est absolument républicain, laïque, et d'aucune manière... Ce ne sont pas deux gauches différentes, voire irréconciliables? Non, pas du tout, pas du tout. Et regardez par exemple nos votes à l'Assemblée nationale. Je crois que 90% de nos votes, sinon plus, avec le Parti communiste sont communs. Donc non, on est là dans quelque chose qui est un choix partisan qui se respecte d'ailleurs. Moi, je veux dire, je respecte la fierté communiste, je respecte ce parti, je sais ce que ça veut dire dans l'histoire sociale de notre pays. Je dis simplement aujourd'hui, on ne va pas attendre 5 ans de plus. Il y a des grands sujets. Est-ce qu'on augmente les salaires? Est-ce qu'on augmente les minima sociaux? Je l'ai dit, est-ce qu'on fait la planification écologique? Est-ce qu'on a une France indépendante qui joue son rôle de puissance médiatrice sur la scène internationale dans un contexte de tension? Bref, il y a des vrais sujets. Enfin, on ne va pas passer son temps à être dans l'opposition. La gauche a, avec le bulletin de vote Mélenchon, la possibilité d'être au second tour. Mais le trou de souris, c'est quand même bien élargi ces dernières semaines. Non, mais c'est pas mal un trou de souris s'il existe. Je tiens à revenir sur une proposition qu'a faite Jean-Luc Mélenchon. L'amnistie de tous les Français mis en cause dans le mouvement Gilets jaunes. Oui. Quoi qu'ils aient fait. Oui. Quoi qu'ils aient fait. Oui, parce que la réponse politique n'a pas été... Non, la réponse politique n'a pas été apportée à ce mouvement. Et Emmanuel Macron a eu vite fait de mettre la poussière sous le tapis. Écoutez, quand il a choisi pendant des semaines... Oui. Mais laissez-moi vous répondre. Quand il a choisi pendant des semaines le pourrissement des mobilisations, du conflit, forcément, vous avez des gens, moi je les ai vus, Madame Martichoux, qui manifestaient pour la première fois, qui étaient très pacifiques, que je retrouve des semaines plus tard, qui n'en peuvent plus, qui ne savent plus payer leurs factures et qui disent la réponse politique ne nous est pas apportée et en plus on nous tape sur la figure, il y a des éborgnés, il y a des mains arrachées. Oui, nous allons faire l'amnistie des Gilets jaunes. C'est ça. Sans distinction, justement, vous avez cité un profil, on peut comprendre votre point de vue, certains étaient là pour casser, pour casser. Oui, en attendant, c'est clair que pour nous le message est le suivant. Casser pour casser, le mouvement des Gilets jaunes... Non, mais on n'a jamais été pour la violence en politique, Madame Martichoux, et vous le savez, on s'y est tout le temps opposé, ça ne profite jamais au camp social, la violence. Mais en attendant, oui, c'est un affichage clair. La répression des mouvements sociaux, qui a été l'une des marques de fabrique du quinquennat de M. Macron, c'est terminé et on va amnistier. De la même manière, et on peut aller plus loin, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, parce que l'hôpital en a rudement besoin, nous allons réintégrer les femmes et les hommes qui ont été chassés de l'hôpital public pour des raisons absurdes avec cette histoire de passe vaccinale. Tout le monde le voit aujourd'hui. Parce que l'hôpital souffre toujours. Il y a un petit problème, c'est que je pense à ça au moment où vous me le dites, mais la vaccination est obligatoire quand on est soignant. Oui. Et donc, enfin, si vous voulez, la vaccination est obligatoire. Vous avez vu comme moi qu'il y a des gens quel que soit le vaccin. Vous avez vu comme moi, néanmoins, qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas les travailler parce que pas vaccinés, mais qu'on autorisait des gens qui étaient positifs à la Covid à travailler quand même. Bon, on va pas en parler parce que là, bizarrement, là, on n'en parle pas. Encore Donc une oui, question. Juste une chose. Vous savez, hier, dans la manifestation,
bien sûr, il y a des gens qui mettent plein d'espoir dans l'hypothèse de ce second tour, parce que c'est très lié à leur situation personnelle. Les gens souffrent. Moi, j'ai vu hier des gens dans la manifestation, même si le tout était très enthousiaste et bon enfant, vous l'avez vu. J'ai vu, par exemple, des gens du personnel soignant, des infirmières, me dire nous n'en pouvons plus. Et si vous n'y arrivez pas, il est probable que dans les 5 ans, nous rendions notre tablier. Donc oui, nous voulons porter tous nos espoirs vers ce second tour, parce qu'il peut rendre tout possible. Juste, les électeurs d'Emmanuel Macron s'en sont mis plein les poches. C'est vous qui avez dit ça, je vous ai entendu hier. C'est une tactique de monter les Français les uns contre les autres? Non, mais écoutez, vous savez... Je vous ai écouté. Eh bien, on va se parler franchement. Les électeurs d'Emmanuel Macron s'en sont mis plein les poches. Peut-être pas tous les électeurs, parce qu'il y a des gens qui votent contre leurs intérêts sans le savoir. Mais par contre, il y en a certains... Alors, malgré eux, à l'insu de leur plein gré... Non, mais il y en a certains qui savent très bien pourquoi ils vont voter M. Macron. D'ailleurs, ils me le disent quand je les rencontre dans les forums économiques et tout le reste, que M. Macron a beaucoup servi. Madame Martichoux, le bilan de M. Macron, pourquoi, à votre avis, se cache-t-il... Vous jetez tout. C'est une question. Qu'est-ce que vous gardez? Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous gardez? La baisse des APL, vous gardez? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a à garder de ce bilan? Alors, par exemple, une réforme dont il dit que c'est une réforme marqueur du quinquennat, le prélèvement à la source. Ouais, bon, franchement, non. À la rigueur, je pense que, y compris d'un point de vue citoyen, la déclaration d'impôt, c'est quelque chose de plutôt bien. Donc vous revenez éventuellement sur le prélèvement à la source. Vous voulez qu'on discute sur des bricoles? La réalité, non mais disons les choses. Quand M. Macron est arrivé au pouvoir, quel est le bilan de M. Macron? Et pourquoi M. Macron se cache dans les jupes de ses prédécesseurs pour dire « je veux pas de débat » Parce que, oui, en effet, ses prédécesseurs, ils n'ont pas débattu au premier tour, ceux qui étaient sortants. Mais est-ce que c'est un argument pour ne pas le faire soi-même? On connaissait plutôt M. Macron comme le président disruptif, qui fait des choses modernes. Il aurait très bien pu dire « moi, j'assume la confrontation et je vais débattre ». C'est moderne de faire un débat Eh bien, clairement, mais la démocratie, elle a besoin de confrontation. Vous avez vu cette émission, quand même, elle était dure à suivre l'autre soir, où chacun est dans son couloir, où M. Macron refuse de croiser ses adversaires. Il y a besoin de la confrontation. Et une chose est sûre, c'est qu'il y a une confrontation à laquelle M. Macron ne pourra pas échapper. C'est celle du deuxième tour. Raison pour laquelle il nous faut aller la chercher. Parce que la gauche, elle fait 25%. Comment vous faites au deuxième tour, si vous êtes qualifié? Eh bien, dès le soir du premier tour, nous appellerons toutes les femmes, tous les hommes, quel qu'ait été leur vote précédent, et vous verrez qu'il y aura du monde qui aura appliqué à ce moment-là, à venir gouverner avec nous, parce qu'alors les Français auront tranché sur la base de quel programme. Vous pensez qu'il y a des électeurs de Marine Le Pen, par exemple, c'est un électorat, Marine Le Pen fait une campagne assez efficace sur le pouvoir d'achat, elle a un électorat populaire, vous espérez que ces électeurs se reportent sur vous? Mais je pense que dans l'électorat de Marine Le Pen, il y a des gens qui sont perdus, qui en effet souffrent, et qui se trompent de colère aujourd'hui. Madame Le Pen, c'est l'autre candidate des riches, faut le dire. Elle a renoncé à la retraite à 60 ans. Regardez son programme économique et fiscal. C'est une sorte de macronisme repeint en bleu marine. Voilà. Donc je dis aux gens... Marine Le Pen, c'est du macronisme bleu marine. Mais je l'ai déjà dit et je vous le redis ce matin, oui. Et Madame Le Pen, par exemple, vient vous expliquer que la retraite à 60 ans pour tous, c'est trop dur. La question à Louis il faut s'adapter. Je lui soumettrai votre définition. Je dis à tous les électeurs, que ce soit les électeurs... En fait, je ne me soucie même pas de savoir d'où ils viennent. Si vous avez besoin que ça change, si vous avez besoin que vos salaires augmentent, qu'on relance vraiment l'emploi, qu'on fasse tout ce que nous racontons, il y a un bulletin de vote pour cela. Et ça permettrait un second tour qui ferait, y compris, changer la nature de nos débats en France. On parlerait des vraies préoccupations des Français. Et oui, quand on voit que M. Macron a l'intention de faire la retraite à 65 ans, de faire bosser les gens qui sont au RSA, je veux dire, il n'a pas plutôt des emplois à leur proposer? Eh bien oui, ce sera en quelque sorte un grand référendum social. C'est un bulletin de vote, Jean-Luc Mélenchon, qui peut vous éviter pas mal de grèves, pas mal de manifestations à venir. C'est un bulletin de vote qui permet... anti-grève. Il permet... en tout cas, ce qu'il permet... Ça, c'est pour quelqu'un qui porte la revendication sociale je dis que les urnes... Il n'y aura pas de grève. Non, mais je ne dis pas avec moi, il n'y aura pas de grève. Je dis à ceux qui devront faire grève, qui vont faire grève pour leur retraite. Et il faudra la faire, si M. Macron... Mais la grève, c'est la fierté du mouvement. Si vous nous dites, c'est la fierté du mouvement ouvrier. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Du coup, vous me faites le répéter. Ce que je veux dire, c'est à toutes celles et ceux qui vont de toute façon combattre les mauvais projets de M. Macron en faisant la grève, en manifestant. On peut s'éviter d'avoir à discuter de comment on organise les prochaines manifestations si on met le bon bulletin de vote dans l'enveloppe. Je crois que c'est clair comme message. Je comprends. Un mot, parce que peut-être que vous pouvez estomper un malaise qui est né du fait que des manifestants hier ont lancé en l'air un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron, représenté, on va le voir. Mais justement, le nez crochu, le sourire un peu carnassier, ça peut rappeler à l'esprit de certains les caricatures antisémites du siècle dernier. Est-ce que vous comprenez ce malaise et qu'est-ce que vous Madame Martichoux, je suis désolé pour vous de vous dire que là, vous vous mettez en mauvaise posture parce que vous allez devoir demander à M. Estrosi, le maire de Nice, qui est un soutien de M. Macron, s'il condamne son propre carnaval.
Parce que vous savez quelle est cette pratique? Ça s'appelle le paillassou. C'est une pratique niçoise. Vous tendez un drap et vous mettez au centre la responsabilité de vos problèmes, soit un mannequin, parfois dans le carnaval, c'est Non, d'autres mais choses. c'est pas le Non mais attendez, lançage. donc ça c'est... Et puis le masque, il est en vente masque. libre sur Internet. Il n'a pas été conçu par des insoumis. Bon, j'ai pas vu que le nez soit spécialement crochu. Et s'il y a besoin qu'on redise une chose très claire ici, la lutte contre l'antisémitisme et toute forme de racisme nous trouvera toujours au premier rang. Donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Franchement, qu'une polémique puisse être montée sur ça, c'est ridicule. Vous allez donc Vous ne demander... le comprenez pas. Et d'ailleurs, regardez, regardez au puissent carnaval de Nice, ressentir, tous les candidats sont certains caricaturés. Monsieur Macron lui-même, je vous attends. Quand vous allez voir Monsieur Estrosi, vous allez demander s'il condamne son carnaval et s'il n'y a pas des relents antisémites dans le carnaval niçois. C'est profondément ridicule. Tout ça était très bon enfant et il n'y a aucune ambiguïté. Et oui, moi aussi, j'ai découvert cette pratique que je n'avais jamais vue, du paillassou, où on met ses problèmes dans un drap, on les envoie valdinguer, et puis c'est une symbolique, c'est tout. Il n'y a rien de violent. C'était aussi une manifestation bon enfant, joyeuse, que nous avons réussi hier, et maintenant on se projette sur l'objectif. Il nous reste 3 semaines. J'allais le dire, il reste 3 semaines. Dans 3 semaines exactement, on aura le résultat du premier tour. Et ce peut être un événement immense. Merci. Adrien Quatennens, à vous. Merci d'avoir été ce matin sur LCI. Dans un instant, Merci de m'avoir invité. Avec Guillaume.